Bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez et à quelle heure vous aimez les écouter. Je vous lirai dans les commentaires. Sans plus attendre, commençons. Musique, déménager à Guanajuato. C'était comme repartir de zéro, mais avec un poids sur la poitrine que je ne pouvais expliquer. Mon contrat à Querétaro avait expiré et, en tant qu'étudiant en génie mécanique, j'avais besoin d'un logement proche du campus. J'ai trouvé un modeste studio dans le quartier de Marfil, à quelques pâtés de maison de l'école. C'était une vieille maison au mur, en adobe qui sentait la terre humide et qui partageait un jardin avec l'appartement d'à côté. Le prix était correct et l'emplacement idéal. Je venais d'une petite ville du Chiapas, où tout le monde se connaissait. Être seul dans une ville universitaire, sans famille ni amis proches, me donnait l'impression d'être une citadine. Et ma plus grande crainte était de ne pas m'intégrer. Alors, lorsque mes voisins, un couple d'âge moyen, m'ont invité à dîner une semaine après mon emménagement, j'ai accepté sans hésiter. Je pensais qu'avoir des voisins amicaux serait un filet de sécurité, quelqu'un vers qui se tourner en cas de problème. Clara et Miguel habitaient à côté, dans un immeuble de 2 étages avec des balcons en fer forgé et des pots remplis de soucis, qui semblaient ne jamais faner. Je les avais vus plusieurs fois depuis ma fenêtre lumineuse, leurs cheveux châtain clair toujours attachés en un chignon soigné, arrosant les plantes, avec une précision quasi mécanique. Miguel, un homme robuste au sourire facile, portait des sacs de course comme s'il posait pour une photo. Il semblait être le genre de voisin qui salue tout le monde. Mais il y avait quelque chose dans leur perfection qui me troublait, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. L'invitation est arrivée un après-midi alors que je sortais les poubelles et nettoyais l'allée. Clara s'est approchée de moi, vêtue d'un tablier taché de farine, et m'a dit qu'ils aimeraient mieux me connaître. Ce n'est pas bon d'être si seul dans une nouvelle ville, mon Dieu, m'a-t-elle commenté d'une voix si chaleureuse que je me suis senti presque obligé d'accepter. Nous nous sommes retrouvés samedi à 19h. Ce soir-là, je me suis habillé avec soin, non pas pour impressionner, mais pour me sentir intégré à quelque chose. J'ai enfilé un chemisier bleu, un jean et ma veste préférée, usée mais confortable. J'ai acheté une bouteille de vin rouge et des chocolats dans un Oxo du coin, même si je n'étais pas sûr que ce soit un bon choix. En traversant la terrasse commune, l'air était plus froid que d'habitude et une odeur étrange, comme de l'humidité mêlée à quelque chose de métallique, flottait près de leur porte-fenêtre. J'ai pensé que c'était les canalisations ou les ordures accumulées. Les vieilles maisons de Guanajuato ont toujours des odeurs inexplicables, mais cette odeur m'a accompagné comme si elle me suivait. Clara m'a accueilli avec une étreinte qui a duré trop longtemps, ses mains froides serrant mes épaules. Son parfum doux et écœurant m'a donné le vertige, comme s'il s'agissait plus d'un désodorisant que d'un parfum. Miguel était dans la cuisine, remuant une casserole qui emplissait la maison d'un parfum d'épices, de tomates et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Peut-être des clous de girofle ou de la cannelle brûlée. La table était dressée avec un soin excessif, une nappe blanche impeccable et des bougies allumées sur des assiettes en céramique à motifs floraux. Tout semblait tout droit sorti d'un magazine ou d'un tableau, mais cette perfection me donnait l'impression d'être un intrus dans un décor que je ne comprenais pas. Le dîner commença normalement. Ils me posèrent des questions sur ma carrière, ma famille et pourquoi j'avais choisi Guanajuato. Je leur expliquais que j'étais en 5e semestre d'ingénierie mécanique, que mes parents vivaient à Tuxtla Gutiérrez et que j'étais attiré par l'histoire de la ville, ses ruelles et son chaos ordonné. Ils hochèrent la tête, mais leurs regards se croisèrent avec une fréquence qui me mit mal à l'aise, comme s'ils partageaient un secret que je ne pouvais saisir. Clara me dit qu'ils avaient vécu à Ivory toute leur vie, qu'ils connaissaient tout le monde dans le quartier. C'est une communauté très unie, m'assura-t-elle, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux, et ses doigts tambourinèrent sur la nappe, suivant un rythme qui semblait suivre un métronome invisible. À mesure que la nuit avançait, son comportement devenait plus étrange. Miguel remplit mon verre de vin 3 fois, même s'il n'y avait presque pas touché, insistant sur le fait que le vin rassemble. Chaque fois qu'il parlait, il se penchait vers moi, envahissant mon espace,
Son regard plongeait dans le mien avec une intensité qui me donnait envie de détourner le regard. Clara, de son côté, commença à commenter la solitude, en disant des choses comme « Ici, on a tous besoin d'un but, de quelque chose qui nous tienne en équilibre ». Sa voix était douce, mais il y avait une certaine urgence, comme si elle voulait me convaincre de quelque chose. À un moment, elle se leva pour ajuster une voile qui n'en avait pas besoin. Et ce faisant, ses doigts effleurèrent ma main. Le contact était délibéré et sa peau était si froide que je frissonnais. L'air dans la pièce semblait plus lourd. Et l'odeur métallique que j'avais perçue à l'extérieur s'infiltra, se mêlant à l'arôme de la nourriture. Mon estomac se serra non seulement à cause du vin, mais aussi à cause de la paranoïa qui s'installait. J'essayais de changer de sujet en l'interrogeant sur son travail. Miguel dit qu'il était comptable, mais son regard se porta sur Clara, comme pour lui demander son approbation avant de répondre. Clara mentionna qu'elle donnait des cours particuliers de yoga, puis ajouta, sans qu'on lui ait demandé, qu'elle organisait aussi des soirées spéciales pour les voisins. Le mot « spécial » me parut étrange, mais je n'insistais pas. Soudain, Clara se leva et sortit un album photo d'une étagère. « On veut que vous voyiez quelque chose, » dit-il. Son sourire était trop large, presque figé. L'album était rempli de photos d'inconnus, de groupes dans des jardins, de dîners comme le nôtre, d'un feu de joie sur la colline derrière le quartier. Clara et Miguel apparaissaient sur chacune d'elles, toujours au centre, avec la même expression que ce soir-là. Mais ce qui m'a glacé, c'est que beaucoup de visages étaient flous, comme s'ils avaient été maculés du doigt. J'ai demandé qui ils étaient et pourquoi les photos avaient cet aspect. Miguel a répondu avec un calme déconcertant. Ceux qui étaient avec nous depuis un moment, certains restent, d'autres choisissent de partir. Clara a hoché la tête, ajoutant « Mais ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. » Le flou est dû à la qualité du papier photo. Nous n'achetons généralement pas les plus chers. Ces paroles m'ont fait froid dans le dos. J'ai décidé qu'il était temps de partir. Je me suis excusé en disant que j'avais un projet en cours pour la fac, que je devais retrouver un groupe et qu'ils arriveraient bientôt. Clara a insisté pour que je reste, que le dessert était spécial, mais son ton était plus un ordre qu'une invitation. Miguel se leva et se posta près de la porte de derrière, sans la bloquer complètement, mais suffisamment pour que je me sente piégé. « Ne te précipite pas, mon beau. Il y a toujours de la place pour quelqu'un de plus ici, » dit-il. Son sourire révélait des dents trop blanches à la lueur des bougies. Clara, quant à elle, commença à fredonner un air grave, presque inaudible, qui semblait résonner avec mon cœur. Mon pouls s'accéléra. Je m'excusai à nouveau, plus fermement, et réussis à dépasser Miguel jusqu'à la porte. En l'ouvrant, l'odeur métallique me frappa violemment, et l'espace d'un instant, je crus apercevoir une ombre dans le jardin, une silhouette qui ne cadrait ni avec les pots de fleurs ni avec les meubles. Je ne m'arrêtai pas pour regarder. Je courus dans ma chambre, la verrouillai et plaquai une chaise contre la poignée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Chaque craquement dans la maison, chaque coup de vent, m'a fait imaginer Clara et Miguel dehors qui m'observaient. Le lendemain, j'ai évité le patio et utilisé l'entrée principale. Je ne les ai pas vus, mais les rideaux de leur maison étaient entr'ouverts et j'ai senti un regard fixé sur moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait de mon mieux pour les éviter. Si je les croisais au marché ou dans la rue, je changeais de comportement. Un jour, Clara a laissé un mot sur ma porte m'invitant à une autre réunion. Je l'ai froissé et jeté sans le lire en entier. Un soir, alors que j'étudiais, j'ai entendu des rires et des voix venant de chez eux, comme s'ils donnaient encore un dîner. J'ai jeté un coup d'œil, prudent à l'intérieur, et j'ai vu des lumières vacillantes, mais ce qui m'a arrêté net, c'est une voix qui ressemblait à la mienne, riant parmi les autres. J'ai éteint ma lampe et suis resté dans l'obscurité, tremblant, me demandant si c'était mon imagination ou si quelque chose dans cette maison en savait plus sur moi que je ne le pensais. Je n'y suis jamais retourné. Parfois, en traversant le jardin, je sens cette odeur métallique, encore plus forte quand la lune est là. J'essaie de me convaincre que ce n'était qu'un dîner embarrassant, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête cette voix qui ressemblait à la mienne, ni l'ombre dans la cour, ni les visages flous de l'album. Et même si je continue ma vie, mes études, mes journées,
Une partie de moi se demande ce qui serait arrivé si j'étais resté jusqu'au dessert. Musique. L'atelier dans la cour de ma maison à Morelia était mon refuge. L'odeur de l'huile moteur, le ronronnement de la clé à choc et la chaleur du soleil filtrant à travers le toit en tôle me gardaient les pieds sur terre. J'avais acheté cette maison dans le quartier de Ventura, Puinte 2 ans plus tôt, grâce aux économies réalisées en travaillant comme mécanicien dans un garage du centre-ville. C'était une modeste maison de plein pied avec un grand jardin où j'avais installé mon entreprise. À 27 ans, je ne demandais pas grand-chose. Payer les factures, réparer les voitures et avoir un peu de paix. Mais cette paix a été brisée quand Adrian, le nouveau voisin, a emménagé à côté. Je l'ai vu pour la première fois décharger des cartons d'un vieux pick-up. C'était un type de mon âge, peut-être un peu plus âgé, avec les cheveux courts et un t-shirt gris qui semblait tout juste sorti d'un magasin. Il m'a fait un signe de tête, tandis que je vérifiais le moteur d'une Chevrolet dans le garage. Je n'y ai pas prêté attention. Des voisins allaient et venaient dans cette rue, un mélange de familles et d'étudiants qui ne faisaient pas long feu. Mais quelques jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Adrian est sorti de chez lui vêtu d'un t-shirt bleu identique à celui que je portais ce jour-là, avec le même logo usé sur la poitrine. J'ai cru à une coïncidence. Comme dans une ville où tout le monde fait ses courses au même marché. Je n'ai rien dit et j'ai continué mon travail. Au fil des semaines, les coïncidences se sont accumulées. Un matin, en sortant les poubelles, j'ai remarqué qu'Adrian avait installé une chaise sur son porche, exactement comme celle que j'avais dans mon salon. Tapisserie marron, pieds en bois, même les mêmes marques d'usure sur les accoudoirs. Je l'ai observé un instant, mais il n'était pas dehors, alors je n'ai rien fait. Puis j'ai remarqué qu'il avait acheté un lampadaire comme le mien, visible par sa fenêtre. C'était un modèle bon marché, un de ceux vendus chez Coppel, mais la façon dont il l'avait placé, juste à côté de son fauteuil, était identique à la disposition de mon salon. J'ai senti un picotement dans la nuque, comme si quelqu'un m'observait pendant que je travaillais. Mais en me retournant, je n'ai vu que la rue déserte. Je ne suis pas du genre à chercher les ennuis, mais j'ai décidé d'y aller un après-midi. Adrian était dans son jardin, arrosant des pots de fleurs qui, maintenant que j'y pense, étaient identiques aux miens, avec les mêmes cactus épineux. Je lui ai dit que j'aimais sa chaise, que j'en avais une similaire, espérant qu'il expliquerait la coïncidence. Il a souri, un sourire qui semblait répéter, et a ajouté qu'il aimait s'inspirer de ce qui fonctionne. Sa voix était calme, mais son regard s'est attardé sur moi une seconde de plus que d'habitude, comme pour jauger ma réaction. Je ne savais pas quoi répondre. Alors je suis retourné à l'atelier avec le sentiment d'avoir dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Les choses ont empiré. Un soir, alors que je nettoyais des outils à la lumière d'une lampe de travail, j'ai entendu de la musique provenant de chez lui. C'était le même groupe de rock mexicain que j'avais mis cet après-midi-là, un groupe peu connu qui ne passait pas à la radio. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture qui séparait nos jardins et je l'ai vu assis sur sa véranda, une bière à la main, le regard tourné vers mon atelier. Il ne m'a pas vu, ou du moins il ne l'a pas montré, mais j'ai éteint ma lampe et arrêté de travailler ce soir-là. Le lendemain, j'ai vu qu'il avait peint un mur de son salon du même gris que le mien. Ce n'était pas une couleur courante. Je l'avais fait moi-même à la quincaillerie pour donner une touche personnelle à ma maison. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une coïncidence, que quelque chose dans sa façon d'agir allait au-delà de la simple imitation de goût. J'ai décidé de le surveiller. Même si je me sentais ridicule, je ne suis pas paranoïaque, mais quelque chose clochait. Pendant des jours, j'ai noté ce que je voyais dans un carnet que je gardais à l'atelier. Adrian est parti en même temps que moi. Il portait des bottes de travail comme les miennes, même avec les mêmes marques d'usure sur les orteils. Je l'ai vu un jour saluer un livreur avec le même geste que moi. Un rapide hochement de menton inhabituel. Au marché, je l'ai vu acheter le même type de café que moi, jusqu'à la marque. Et quand il m'a vu le fixer, il n'a pas détourné le regard. Il m'a regardé droit dans les yeux sans cligner des yeux, avec un calme qui m'a donné la chair de poule. Je me suis retourné et je suis parti, le cœur battant et le souffle court. La paranoïa commençait à me ronger.
J'ai changé mes habitudes. Je travaillais rideau de l'atelier fermé. J'évitais la musique forte. J'ai même arrêté de porter mon t-shirt préféré, un noir avec le logo d'un vieil atelier. Mais Adrian a persévéré. Un après-midi, j'ai vu qu'il avait accroché un miroir sur sa terrasse, identique à celui de mon salon, avec un cadre en bois rustique que j'avais fabriqué moi-même. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter en magasin. C'était unique. J'ai regardé le miroir de mon côté de la clôture et, l'espace d'une seconde, j'ai cru voir mon propre reflet, mais il n'était pas là. J'ai secoué la tête et suis retourné à l'atelier, me disant que c'était juste la fatigue due aux longues heures de travail. Le pire est arrivé un soir, alors que je réglais un carburateur dans la pénombre de l'atelier. J'ai entendu ma voix. Ce n'était ni un écho ni la radio, c'était mon rire qui venait de chez Adrian. Je me suis approché de la clôture, le cœur battant à tout rompre. Par la fenêtre, j'ai vu Adrian assis dans son fauteuil, regardant une vidéo à la télévision. C'était moi enregistré dans l'atelier, en train de parler à un client d'un moteur reconditionné. Je ne sais pas comment il l'a eu, mais il y avait mon image, en mouvement, riant, comme si c'était un jour comme les autres. Le son de ma voix dans sa maison était si clair que j'ai ressenti un frisson qui n'expliquait pas la douce nuit de Morelia. J'ai tout éteint, couru dans mon salon et vérifié portes et fenêtres, m'assurant qu'elles étaient bien fermées. Je n'arrivais pas à dormir, pensant à la façon dont j'avais enregistré ça, à ce que j'avais d'autre. Le lendemain, je suis allé chez lui, les poings serrés, sans plan précis. J'ai frappé à la porte plusieurs fois, mais il n'a pas ouvert. J'ai regardé par la fenêtre. Son salon était vide. Le fauteuil, la lampe, le miroir, tout avait disparu. Comme si rien n'avait jamais existé. Je pensais qu'il avait déménagé, mais ce soir-là, je l'ai vu sur sa terrasse, fumant une cigarette, les yeux rivés au ciel, comme si de rien n'était. Il ne m'a pas regardé et je n'ai pas insisté. J'ai décidé de mieux me protéger. J'ai installé un cadenas supplémentaire dans l'atelier, une caméra de sécurité achetée en ligne. Et j'ai arrêté de laisser des outils à la vue de tous. Je ne voulais pas lui donner d'autres trucs à copier. Puis soudain, Adrian a arrêté de porter des vêtements comme les miens, a troqué son canapé contre un modèle plus moderne, a peint sa maison en blanc et a mis de la pop qu'il n'écouterait jamais. Je ne le voyais plus partir au même moment ni regarder vers mon garage. C'était comme si rien ne s'était passé. J'essayais d'oublier, de continuer ma vie, avec les voitures qui arrivaient chaque semaine, mais je ne pouvais pas m'ôter de la tête l'image de ma voix à la télévision ce soir-là. Un jour, en réparant un radiateur, j'ai trouvé un mot dans ma boîte à outils. Bon goutte, voisin, ce n'était pas mon écriture, et personne d'autre n'était venu dans l'atelier. Je l'ai brûlé dans la cour, mais l'odeur du papier brûlé flottait dans l'air, se mêlant à celle de l'huile et du métal. Aujourd'hui, Adrian habite toujours à côté. Nous nous saluons parfois comme des voisins normaux, mais j'évite tout contact visuel. Sa maison ne ressemble plus à la mienne, et depuis, je n'entends plus ma voix à sa fenêtre. Parfois, quand je travaille tard, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe depuis son jardin, comme si quelqu'un m'attendait. Je vérifie la caméra de sécurité, mais rien n'apparaît. Je ne sais pas ce qu'il voulait, ni pourquoi il a fait ça. Je sais juste que pendant un temps, c'était comme si quelqu'un essayait d'effacer la frontière entre lui et moi. Et même si ce n'est plus qu'une anecdote aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me demander s'il a vraiment arrêté ou s'il a simplement changé de stratégie. Musique. Les murs de mon appartement à Puebla y étaient plus fins que je ne le pensais. Quand j'ai emménagé dans le quartier de La Paz il y a 1 an, je pensais que cet immeuble des années 1970, avec ses carreaux usés et son escalier grinçant, serait un havre de paix pour quelqu'un comme moi. Rédactrice indépendante de 32 ans. J'avais besoin d'un bureau, d'un ordinateur portable et d'un peu de calme. Le loyer était bon marché et l'emplacement en centre-ville me permettait de me rendre à pied au café, où je rencontrais parfois des clients. Mais le silence que je recherchais s'est vite estompé, remplacé par les murmures incessants de ma voisine, Madame Elvira, qui habitait l'appartement d'à côté. La première fois que je l'ai vue, elle était dans le couloir, se débattant avec un sac poubelle qui semblait trop lourd pour elle. C'était une femme âgée d'une 60aine d'années,
les cheveux blancs attachés en un chignon désordonné et le regard perdu dans le sol. Je lui ai proposé mon aide, et elle a accepté avec un sourire timide, me disant que sa fille Laura s'occupait habituellement de ces choses, mais qu'elle ne lui rendait visite que le samedi matin. Elle m'a dit qu'elle vivait seule, que son mari était décédé des années auparavant, et qu'elle appréciait le calme de l'immeuble. Sa voix était fragile, comme si parler lui était difficile, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle m'a remercié. Je n'y ai pas prêté attention. Les voisins plus âgés ont souvent leur manie, et je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie de qui que ce soit. Mais les murmures ont commencé ce soir-là. Je révisais un manuscrit à mon bureau, une tasse de café froid à la main, quand j'ai entendu un murmure à travers le mur séparant mon salon de l'appartement d'Elvira. J'ai d'abord pensé que c'était la télévision ou que sa fille était arrivée plus tôt que prévu. Mais le murmure était constant, une voix basse et brisée, comme si quelqu'un se parlait à lui-même dans une langue que je ne parvenais pas à distinguer. Je me suis penché plus près du mur, posant ma main sur le plâtre froid, et j'ai entendu plus distinctement des mots isolés, des phrases incomplètes, comme « non, non, comme ça » ou « attends une minute ». Ce qui était étrange, c'était la cadence, comme si elle répondait à quelqu'un. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, mais je n'ai pas entendu d'autre voix, seulement la sienne, qui montait et descendait selon un rythme hypnotique. Le lendemain, j'ai vu Laura, la fille d'Elvira, quitter l'immeuble avec des sacs de courses et quelques paquets qui semblaient provenir de la pharmacie. Elle m'a salué d'un rapide hochement de tête, comme si elle était pressée, et m'a dit que sa mère était en mauvaise santé. Je n'ai pas posé d'autres questions, mais j'ai remarqué que les sacs de pharmacie portaient le logo d'une chaîne connue, et j'ai pensé qu'il s'agissait de médicaments contre l'hypertension ou d'un produit typique de son âge. Ce samedi-là, comme tous les suivants, Laura arriva tôt, déposa ses courses et partit avant midi. Elvira ne sortit pas de la journée, mais les murmures revinrent le soir, plus clairs, plus insistants. Parfois, on aurait dit qu'elle riait, d'un rire sec et bref, comme si on lui avait raconté une blague qu'elle seule comprenait. J'essayais de l'ignorer. Je travaillais avec un casque. J'écoutais de la musique classique pour me concentrer, mais les murmures s'installaient comme un bourdonnement incompréhensible. Un soir, alors que je montais un morceau, j'ai entendu quelque chose de nouveau, un léger bruit sourd, comme si un petit objet était tombé au sol, suivi d'un silence brutal. Puis, la voix d'Elvira plus forte. Je t'ai déjà dit non. J'ai enlevé mes écouteurs, le cœur battant, et me suis rapproché du mur. Il n'y avait pas d'autre voix, mais le ton d'Elvira était ferme, presque colérique, comme si elle se disputait avec quelqu'un. Je me suis dit qu'elle était peut-être au téléphone, mais cette pensée ne m'a pas convaincu. Les murmures étaient encore trop intimes, trop proches. J'ai décidé de mieux l'observer. Je ne voulais pas être indiscret, mais la curiosité, mêlée à un certain malaise, me poussa à prêter attention. De ma fenêtre, je voyais la cour commune. Je voyais parfois Elvira assise sur une chaise en plastique sur son balcon, le regard perdu dans le vide. Elle était toujours seule, un verre d'eau à la main, mais ses lèvres remuaient, formant des mots que je n'entendais pas. Un jour, il m'a semblé qu'elle tournait la tête vers ma fenêtre, comme si elle savait que je l'observais. Mais son regard était vague, perdu au loin. J'ai baissé le rideau et je suis parti, la chair de poule. Les murmures sont devenus une partie de ma routine, mais aussi de mon tourment. Travailler est devenu difficile. Chaque phrase que je corrigeais semblait interrompue par la voix d'Elvira, tantôt suppliante, tantôt autoritaire. Un soir, alors que j'essayais de terminer un projet urgent, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un murmure qui n'était pas celui d'Elvira. Il était plus profond, presque un grognement, suivi d'un silence bien trop long. Je me suis levé de ma chaise, les mains tremblantes, et j'ai collé mon oreille au mur. Rien, juste le bourdonnement de mon propre sang dans mes oreilles. Je me suis dit que c'était mon imagination, que la fatigue et le stress me jouaient des tours, mais je ne pouvais pas retourner travailler ce soir-là. J'ai décidé de parler à Laura. Je l'ai interceptée un samedi alors, qu'elle portait des sacs de courses. Je lui ai gentiment dit que j'avais entendu sa mère parler beaucoup la nuit et que j'étais inquiet qu'elle soit seule.
Laura a froncé les sourcils, mais n'a pas semblé surprise. Elle a dit que sa mère avait des crises, que les médecins lui avaient prescrit un médicament contre l'anxiété, mais qu'elle ne le prenait pas toujours. Elle m'a remercié de mon inquiétude et m'a promis de lui parler, mais son ton était las, comme si elle avait déjà eu cette conversation à maintes reprises. Je n'ai pas mentionné l'autre murmure, celui qui n'était pas celui d'Elvira. Il me semblait trop absurde, trop irréel. Cette nuit-là, les murmures n'ont pas cessé. Ils étaient plus intenses, comme si Elvira se disputait avec quelqu'un dans son salon. Je me suis approché du mur, la lampe éteinte, et j'ai écouté des phrases comme « Tu ne peux pas rester, et ça suffit ». Mais ce qui me fit reculer, ce fut un nouveau bruit, un grattement, comme si quelque chose traînait sur le sol, suivi d'un bruit sourd. Je me figeai, la main sur le mur, attendant. Puis la voix d'Elvira, douce maintenant, me dit « Tout va bien, tout va bien ». Il n'y avait pas d'autre voix, mais l'air de mon appartement était lourd, comme si quelque chose l'occupait. Le lendemain, je suis allé à sa porte. Je ne sais pas ce qu'elle avait l'intention de dire, mais j'avais besoin de savoir si elle allait bien. J'ai frappé 2 fois, le cœur serré. Elvira a répondu au bout d'1 minute, vêtue d'une robe délavée et les cheveux plus ébouriffés que jamais. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux, comme si elle ne m'avait pas reconnu au premier abord, et m'a dit qu'elle était occupée, que ce n'était pas le bon moment. Avant de fermer la porte, j'ai aperçu son salon de vieux meubles, une table recouverte d'une nappe en plastique et un cadre, photo cassée avec des éclats de verre sur le sol. Je n'ai rien demandé. Je me suis excusé et je suis rentré chez moi avec l'image du cadre gravée dans ma tête. Après cela, j'ai essayé de prendre mes distances. Je travaillais dans des cafés, je passais moins de temps à la maison, mais les rumeurs continuaient de s'insinuer à mon retour. Un soir, alors que je consultais mes emails, j'ai entendu Elvira rire, mais ce rire s'est brusquement interrompu. Remplacé par un silence qui m'a déstabilisé, je me suis penché plus près du mur, même si je savais que je ne devais pas. Et j'ai entendu un murmure, pas celui d'Elvira, mais cet autre, profond et guttural, comme venant de plus loin, d'ailleurs que de son appartement. Je m'éloignais, le cœur battant si fort que je crus qu'elle l'entendrait. Je décidai de faire quelques recherches. J'ai demandé au portier de l'immeuble, un homme d'un certain âge qui était toujours à l'entrée, s'il savait quelque chose sur Elvira. Il me dit qu'elle vivait seule depuis la mort de son mari, que Laura était sa seule famille et qu'elle était parfois étrange, mais qu'elle était inoffensive. Il m'a mentionné qu'il y avait déjà eu un autre locataire dans mon appartement, un étudiant qui avait emménagé subitement, disant qu'il ne pouvait pas dormir à cause du bruit. Il n'a donné aucun détail et je n'ai pas insisté, mais l'information m'a laissé un goût amer. Une nuit, tout a basculé. J'étais dans mon salon, mon casque sur les oreilles, quand un grand coup a retenti dans le mur. Je les ai enlevés, les mains moites, et j'ai entendu Elvira presque crier « Arrête, je t'avais dit non ». Puis le silence. Je me suis rapproché du mur, mais je n'ai rien entendu d'autre. Le lendemain, j'ai vu Laura arriver avec d'autres trousses de pharmacie, et cette fois, elle est restée plus longtemps. Les murmures ont cessé pendant quelques jours, et j'ai pensé que les médicaments faisaient peut-être effet, ou que Laura avait convaincu sa mère de se reposer. Mais 1 semaine plus tard, ils revinrent, plus doux et plus espacés. Elvira murmurait toujours, mais maintenant elle semblait fatiguée, comme si elle parlait par nécessité. Parfois je croyais entendre cet autre murmure, mais il était si faible que je n'en étais pas sûr. Je décidai de ne pas m'approcher davantage du mur, de ne pas regarder par la fenêtre, de ne pas poser de questions. Je me disais que c'était une femme âgée, seule avec des problèmes de santé, peut-être de démence, comme Laura l'avait suggéré, mais je n'arrivais pas à chasser cet autre bruit de ma tête, le grattement, le coup, la voix qui n'était pas la sienne. Parfois, en passant devant sa porte, je ressens un frisson que l'air de Puebla ne peut expliquer, et je me demande si ce que j'entendais n'était que son esprit qui s'effondrait, ou s'il y avait autre chose. Quelque chose que je ne veux pas nommer. Musique. L'immeuble de Santa Fe, à Mexico, où je vivais avec mes enfants, était pratique, mais jamais confortable. Nous y avions emménagé 6 mois plus tôt, ma séparation m'ayant obligé à chercher un logement moins cher. Infirmière de garde à l'hôpital, j'avais besoin d'un endroit proche de mon travail,
Et cet immeuble des années 1980, avec ses couloirs en linoléum usé et son odeur de moisi, répondait parfaitement à mes besoins. L'appartement était petit, mais suffisant pour moi. Maria et mes enfants, Diego, 8 ans, et Sofia, 5 ans. Le seul point qui me gênait était le sous-sol commun. Un espace sombre où nous, les locataires, stockions nos affaires et utilisions les machines à laver. Je descendais le moins possible, mais la vie avec 2 enfants ne laisse pas beaucoup de choix. Le linge sale s'accumulait et le budget ne permettait pas d'acheter une machine à laver. Le sous-sol était un labyrinthe de couloirs aux tuyaux apparents, éclairés par des ampoules fluorescentes qui clignotaient, comme si elles hésitaient à s'allumer. Il y avait des cages de rangement pour chaque rayon, séparées par un grillage, et un espace avec 3 machines à laver qui semblaient toujours occupées. La première fois que je suis descendu avec un panier de linge sous le bras, l'air froid m'a frappé, chargé d'une odeur de moisi et d'autres choses, comme du métal rouillé. Je n'y ai pas prêté attention. Les sous-sols sont toujours comme ça, me suis-je dit. Et je me suis concentré sur la mise du linge dans la machine pendant que Diego et Sofia jouaient dans l'appartement avec la voisine qui les gardait le matin. Mais quelque chose dans cet endroit me troublait. Une nuit, alors que j'attendais la fin du cycle de lavage, j'ai entendu un bruit, un léger grattement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Je suis resté immobile, la main sur le couvercle de la machine à laver, à regarder le couloir sombre qui menait aux cages. Je n'ai rien vu, mais le bruit s'est rapproché. Suivi d'un bruit sourd, je pensais qu'il s'agissait d'un autre locataire, peut-être en train de déplacer des meubles, mais l'immeuble était calme à cette heure-là, et il n'y avait pas de lumière dans les autres cages. Je suis monté rapidement, encore humide, et j'ai fermé la porte du sous-sol plus fort que nécessaire. Les jours suivants, j'ai essayé d'ignorer ce sentiment d'inconfort. Ma routine était épuisante. Me lever à 5 heures, préparer les enfants, les déposer chez le voisin, travailler à l'hôpital jusqu'à 3 heures, aller les chercher, préparer le dîner, aider aux devoirs. Je n'avais pas l'énergie de me soucier d'un sous-sol. Mais Diego a commencé à se plaindre de ne pas vouloir être seul dans l'appartement, disant qu'il entendait des bruits étranges venant d'en bas. Je pensais que c'était son imagination. Les enfants inventent des choses, mais Sofia s'est aussi mise à dessiner des silhouettes sombres dans ses cahiers, disant qu'elle venait d'en bas. J'ai ri, même si j'avais une boule au ventre. Un après-midi, alors que je pliais du linge dans le salon, j'ai remarqué qu'il manquait un t-shirt de Diego, un bleu avec un dinosaure dessus, son préféré. J'ai vérifié le panier à linge, le panier et même la machine à laver, mais il n'était plus là. Je suis descendu au sous-sol avec la lampe torche de mon téléphone portable, car les néons clignotaient sans cesse. L'air était plus froid que d'habitude, et l'odeur de métal était plus forte, presque étourdissante. J'ai vérifié le sol près de la machine à laver, pensant qu'elle était tombée, et puis je l'ai vue, une traînée de terre, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de sale dans le couloir. Vers l'une des cages, j'ai suivi la piste, le cœur battant, jusqu'à une cage fermée par un cadenas rouillé. Ce n'était pas le mien. Le nôtre était de l'autre côté. Mais à travers le grillage, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le t-shirt de Diego accroché à un crochet, comme si quelqu'un l'avait posé là exprès. Je me suis figé, la lampe de poche tremblant dans ma main. Le sous-sol était silencieux, mais je sentais une pression sur ma poitrine, comme si quelqu'un m'observait. J'ai allumé la lumière du couloir, mais il n'y avait personne. J'ai attrapé mon t-shirt, qui sentait le moisi et autre chose, comme du désinfectant, et j'ai couru à l'étage. Ce soir-là, j'ai verrouillé la porte de l'appartement à double tour et j'ai placé un meuble contre elle, même si je savais que c'était ridicule. Je n'ai rien dit aux enfants. Je ne voulais pas les effrayer davantage. J'ai décidé d'enquêter pour savoir qui utilisait cette cage. Le portier, un homme âgé qui se tenait toujours à l'entrée, m'a dit que j'habitais l'appartement 3B, où vivait un certain Raoul. C'était un homme discret, qui travaillait la nuit et qu'on voyait rarement. Je l'avais croisé plusieurs fois dans le couloir. Il était grand, avec une barbe hirsute et un regard qui fuyait le mien. Le gardien m'a dit que Raoul descendait toujours au sous-sol à des heures indues, mais que c'était un type bien, juste réservé. Cela ne m'a pas rassuré. J'ai pensé à le confronter, mais que pouvais-je dire ?
J'avais trouvé un t-shirt dans sa cage. Cela semblait absurde et je ne voulais pas d'ennui avec un voisin, mais les bruits persistaient. Une nuit, pendant que les enfants dormaient, je suis descendu chercher du linge. Le sous-sol était plus sombre que jamais, avec un néon éteint. Alors que je mettais le linge dans le sèche-linge, j'ai entendu un bruit sourd, comme si une boîte était tombée. Cela venait de la cage. Je me suis approché, téléphone à la main, et j'ai vu une ombre se déplacer derrière le grillage de la cage de Raoul. Je n'étais pas clair, mais elle se déplaçait lentement, comme si quelqu'un vérifiait quelque chose. Puis, un murmure bas et rapide, comme si quelqu'un se parlait à lui-même. Je suis resté assis, immobile, retenant mon souffle jusqu'à ce que le murmure cesse et que l'ombre disparaisse. Je suis monté nu, les mains tremblantes. Le lendemain, j'ai parlé à la voisine qui gardait les enfants, une femme âgée du 2e étage. Je lui ai parlé du t-shirt et des bruits, espérant qu'elle me dirait que j'exagérais, mais elle a froncé les sourcils et m'a dit que d'autres locataires avaient signalé des choses étranges au sous-sol, comme des outils disparus ou des cartons déplacés. Il m'a mentionné qu'un couple du 4C avait emménagé l'année dernière, disant qu'il n'arrivait pas à dormir à cause des bruits venant du rez-de-chaussée. Il n'a pas donné plus de détails, mais son ton m'a mis encore plus mal à l'aise. J'ai décidé de ne pas descendre au sous-sol pendant un certain temps, même si cela impliquait d'apporter mes vêtements chez un pressing coûteux, mais je ne pouvais pas m'en passer éternellement. Une semaine plus tard, Sophia renversa du jus sur son drap préféré et n'en avait pas de propre. Je descendis au sous-sol avec une lampe torche plus puissante que j'avais achetée, bien décidé à ne pas me laisser intimider. L'air était humide, l'odeur de moisi si forte que je me couvris le nez. Je me dirigeais directement vers la machine à laver, mais en passant devant la cage de Raoul, quelque chose me retint. Une boîte en carton ouverte contenait ce qui ressemblait à des bocaux en verre, scintillant dans la pénombre. Je me suis penché plus près, même si chaque fibre de mon corps me le disait, et j'ai vu que les bocaux contenaient quelque chose de sombre, comme un liquide épais. À côté se trouvait un sac en plastique contenant des vêtements, pas seulement ceux d'un enfant, mais aussi des chemises et des chaussettes que je ne reconnaissais pas, et, par terre, des gouttes séchées d'un rouge sombre. J'ai couru à la machine à laver, j'ai jeté le drap, et je suis monté sans me retourner. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pensé appeler la police, mais que pouvais-je dire? J'avais vu des bouteilles et des traces de ce qui ressemblait à du sang, mais je n'en étais pas sûr. Je n'avais aucune preuve, et Raoul n'avait rien fait directement contre moi. Mais je n'arrivais pas à m'ôter de la tête la chemise de Diego, les bouteilles, le murmure. J'ai décidé de parler au gérant de l'immeuble. Un homme occupé qui répondait rarement au courriel. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, sans mentionner le sang pour ne pas paraître exagéré, et j'ai demandé qu'on inspecte la cage. Il a dit qu'il le ferait. Mais son ton était celui de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de déménager. Les bruits ont continué. Parfois, c'étaient des coups légers. D'autres fois, un grattement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd. Diego a eu du mal à dormir, disant qu'il rêvait d'un homme au sous-sol. J'ai essayé de le calmer, mais je ressentais le même poids chaque fois que je franchissais la porte du sous-sol. Un soir, j'ai aperçu Raoul dans le couloir, montant l'escalier avec une boîte sous le bras. Il m'a regardé pour la première fois et m'a souri, un sourire pas du tout amical. Je n'ai rien dit, mais j'ai accéléré le pas jusqu'à mon appartement. Des semaines plus tard, Raoul a déménagé. Le gardien a dit qu'il avait quitté l'appartement pendant la nuit sans explication. Ils ont vérifié sa cage et n'ont rien trouvé, juste des cartons vides et des déchets. Les bruits ont cessé et le sous-sol est redevenu un endroit humide et froid. Mais je ne peux pas descendre sans avoir l'impression que quelqu'un m'observe. Parfois, je vérifie les vêtements des enfants pour voir s'ils ont des taches ou des choses qui ne devraient pas s'y trouver. Et même si j'essaie de me convaincre que Raoul n'était qu'un homme étrange, je n'arrive pas à oublier les bocaux, le couteau, ni le murmure qui semblait provenir d'ailleurs que de sa cage. Musique, la maison d'à côté, dans le quartier de Narbart à Mexico, avait toujours quelque chose qui me tapait sur les nerfs. J'ai emménagé dans mon appartement il y a 3 ans, un petit appartement fonctionnel,
dans un immeuble des années 1960, avec un balcon donnant sur la rue Edge 5 et une vue directe sur cette maison à 2 étages, à la façade usée en tessontle et au portail métallique qui grinçait à chaque rafale de vent. En tant que graphiste freelance, je travaille la plupart du temps à domicile avec une routine simple, une cafetière, un ordinateur portable et des échéances constantes. Mais depuis mon arrivée, j'ai remarqué que la maison d'à côté avait changé. Ce n'était pas seulement son apparence. Avec ses rideaux toujours tirés et son jardin rempli d'herbes séchées, c'était comme si les locataires arrivaient, pleins d'énergie, et disparaissaient, sans laisser de traces en moins de 3 mois. Le premier que j'ai vu était un jeune homme d'environ 28 ans, qui a emménagé avec une guitare et quelques cartons. Il semblait enthousiaste. Il a salué les voisins en déchargeant ses affaires et m'a même offert un mezcal un après-midi sur le trottoir, disant que la maison était idéale pour composer de la musique sans déranger les autres. Mais quelques semaines plus tard, je l'ai vu changer, les yeux cernés, regardant par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être suivi. Une nuit, j'ai entendu une porte d'entrée claquer chez lui, suivie de pas rapides dans le jardin. Le lendemain, il avait disparu. Je n'ai vu ni camion de déménagement, ni carton, ni au revoir. Seul le portail fermé et un silence plus pesant que le bruit de la circulation sur Narbart Street. Au début, je l'attribuais au rythme de la ville. Les gens bougent, me disais-je. Narbart Street est un quartier d'étudiants, d'artistes et de jeunes familles. Personne ne s'attarde. Puis un couple est arrivé, 2 femmes qui semblaient enchantées par la maison. Ils ont peint la porte en vert, ont planté des cactus dans le jardin, et l'un d'eux m'a accueilli un jour en me disant qu'il projetait d'ouvrir un atelier de poterie là-bas. Mais au bout d'1 mois, j'ai découvert leur autre visage. L'un se disputait au téléphone sur le balcon, la voix tremblante, et l'autre sortait rarement, toujours rideau tiré. Une nuit, j'ai entendu un bruit de verre brisé provenant de leur maison, suivi d'un silence brutal. Le lendemain matin, la maison était vide. Les pots de fleurs étaient toujours là, mais la porte verte était fermée et personne n'est revenu. J'ai commencé à m'en rendre compte. En 3 ans, 7 locataires ont occupé cette maison et aucun n'y est resté plus de 3 mois. Ils ont tous suivi le même schéma. Ils arrivaient enthousiastes, rangeaient le jardin et installaient de nouveaux rideaux. Mais ils devenaient vite paranoïaques, évitant tout contact, fixant les fenêtres comme si quelque chose les traquait de l'intérieur. J'ai vu un jour un locataire, un homme d'un certain âge qui ressemblait à un comptable, clouer des planches aux fenêtres du rez-de-chaussée. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, et il m'a regardé avec des yeux vitreux, marmonnant que tout était sous contrôle. 1 semaine plus tard, il est parti. La maison était toujours restée intacte, sans aucun signe de mouvement, comme si les locataires s'étaient évaporés. J'ai commencé à formuler des hypothèses. La première était pratique. Peut-être la maison avait-elle un problème environnemental, comme une fuite de gaz provoquant des hallucinations ou de la paranoïa. J'avais lu des articles sur l'intoxication au monoxyde de carbone, mais je n'avais jamais rien senti d'étrange. Et le gaz n'expliquait pas pourquoi personne ne laissait ses affaires. Puis j'ai pensé au propriétaire. Peut-être était-ce un propriétaire abusif, quelqu'un qui les intimidait pour les forcer à partir. J'ai décidé d'enquêter. J'ai appelé l'agent immobilier qui gérait la location, mais il ne m'a donné que des réponses vagues. Le propriétaire était un particulier qui vivait en dehors de la ville. Il n'y avait ni nom ni adresse. J'ai consulté le registre foncier, mais la maison était au nom d'une société dissoute dans les années 1980. Je n'ai rien trouvé en ligne, pas même des rumeurs. C'était comme si la maison n'avait aucune histoire. Une autre théorie était que le quartier y était pour quelque chose. Narbart est un endroit central avec des stands de tacos, des marchés de rue et de vieux bâtiments chargés d'histoire. J'ai parlé au propriétaire de la tortillerie du coin, qui était dans le quartier depuis des décennies. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur la maison. Il a froncé les sourcils et m'a dit que les locataires avaient toujours été rares, mais qu'il ne voulait pas donner de détails. Il m'a raconté qu'il y a des années, un voisin avait juré entendre des bruits provenant du sous-sol, comme des coups ou des pas, mais qu'il était pris pour un ivrogne.
Son expression m'a donné l'impression d'être un intrus. Alors je n'ai pas insisté. La dernière locataire était une jeune femme, Camilla, arrivée avec une valise et un chat. Elle était sympathique. Elle m'a salué à 2 reprises en sortant les poubelles et m'a dit qu'elle travaillait dans une galerie d'art. Elle semblait différente, plus insouciante que les autres, mais je n'ai pas tardé à la voir changer. Un soir, je l'ai entendue parler au téléphone sur sa terrasse, d'une voix basse et nerveuse, disant que quelque chose bougeait à l'intérieur. Puis elle a commencé à fermer les stores, même en plein jour, et le chat qui miaulait a cessé de faire du bruit. Un jour, je l'ai vue sur le trottoir, fixant la maison comme si elle ne voulait pas entrer. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a dit oui. Mais ses mains tremblaient, et elle avait des cernes sous les yeux, que le maquillage ne pouvait cacher. J'ai décidé d'agir après la disparition de Camilla, car comme tout le monde, elle est partie subitement, ne laissant qu'une gamelle de nourriture pour chat sur la terrasse. J'ai pris mon courage à 2 mains et me suis approché de la maison. Il était minuit et le portail était entrouvert, chose inhabituelle car il était toujours cadenassé. Je suis entré dans la cour le cœur battant et l'air sentait l'humidité et autre chose, comme la terre remuée. La porte d'entrée était fermée, mais une fenêtre du rez-de-chaussée était brisée, avec des éclats de verre qui scintillaient à la lumière de mon téléphone portable. J'ai allumé ma lampe à l'intérieur et j'ai vu des meubles recouverts de draps, comme si la maison était inhabitée depuis des années. Mais ce qui m'a arrêté net, ce fut un bruit venant d'en bas, un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé au sous-sol, suivi d'un grincement de clous sur du bois. Je me suis figé, la lampe de poche tremblant. Le bruit ne se répéta pas, mais je ressentis un frisson qui n'expliquait pas la chaleur de la nuit citadine. J'envisageais de chercher le sous-sol, mais la peur m'en empêcha. Je quittai la cour, fermai le portail du mieux que je pus et retournai à mon appartement. Je ne dormis pas de la nuit. Je fixai le plafond, mon ordinateur éteint, ressassant mes hypothèses, le gaz, le propriétaire, le quartier. Aucune ne collait vraiment. La seule chose qui était claire, c'est que la maison semblait dévorer ses locataires. Et je ne voulais pas être le prochain. J'essayais de reprendre le cours de ma vie. Je continuais à concevoir, à réaliser des projets, à boire du café sur le balcon. Mais je ne pouvais détacher mon regard de la maison. Chaque nouveau locataire qui arrivait, et toujours avec la même excitation initiale, me donnait un nœud au ventre. Un jour, j'ai vu un jeune garçon, le plus jeune, regarder par la fenêtre, avec la même expression terrifiée que les autres. Cela n'a même pas duré 2 mois. Lorsqu'il est parti, j'ai arrêté de regarder par le balcon. Je travaillais rideau tiré. J'écoutais de la musique pour briser le silence. J'évitais la rue la nuit, mais parfois, aux heures les plus calmes, j'entends un bruit sourd provenant de la maison d'à côté, comme si quelque chose tombait au sous-sol. Et même si j'essaie de me convaincre que ce n'est qu'une vieille maison, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui arrive à ceux qui entrent et pourquoi ils ne disent jamais au revoir. Musique. L'appartement du quartier Roma de Mexico où je vivais était mon refuge après des journées épuisantes en tant que serveuse. À 45 ans, je travaillais matin et après-midi dans un café de Condesa, servant petit déjeuner et café aux employés de bureau et aux touristes qui souffraient de maux de dos et de pieds gonflés en fin de journée. J'y avais emménagé 2 ans plus tôt, à la recherche d'un logement proche de mon travail et dont le loyer ne m'étoufferait pas. C'était un vieil immeuble des années 1940, avec des murs en plâtre craquelés et une cour intérieure qui sentait le jasmin, les nuits humides. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était la maison d'à côté, un immeuble mitoyen où le voisin du 2B, un homme reclus que j'avais à peine vu, avait déménagé des mois auparavant, laissant derrière lui un silence qui n'avait jamais existé. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était un soir pluvieux, alors que je faisais chauffer un bol de soupe sur le feu. J'ai entendu des pas venant de l'appartement d'à côté, lents et lourds, comme si quelqu'un marchait pieds nus sur le parquet. Cela m'a intrigué. Le voisin, un homme discret qui portait toujours une casquette de baseball, avait disparu en avril, emportant ses affaires dans un pick-up cabossé. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être loué l'appartement, mais je n'ai vu ni lumière ni mouvement aux fenêtres.
Je me suis approché du mur séparant mon salon de leur appartement avec la soupe oubliée dans le micro-ondes. Et j'ai entendu un bruit de raclement, comme si quelqu'un traînait des meubles. Le bruit cessa brusquement, et le silence qui suivit me laissa un nœud à l'estomac. Au début, je l'attribuais à la fatigue. Mes journées à la cafétéria étaient longues, et parfois, j'arrivais si épuisé que j'avais du mal à réfléchir. Mais les bruits continuèrent. Un soir, alors que je regardais une série sur mon téléphone, j'entendis un rire bas et saccadé s'élever du mur. Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt forcé, comme si quelqu'un essayait d'imiter une émotion qu'il ne ressentait pas. J'ai enlevé mon casque, le cœur battant, et je me suis penché plus près du mur. Il n'y avait rien d'autre, juste le bourdonnement de la ville et le bruit du robinet qui coulait dans ma salle de bain. Je me suis dit que c'était la télé d'un autre voisin, ou peut-être le vent, mais le rire est resté gravé dans ma mémoire. J'ai décidé d'y prêter plus attention. Mon balcon donnait sur la cour commune aux deux immeubles. J'avais une vue partielle sur les fenêtres du 2B. Les rideaux étaient tirés, mais parfois, la nuit, je voyais une ombre se déplacer derrière, une silhouette vague qui ne correspondait à personne de ma connaissance. Un jour, alors que j'étendais du linge sur l'étendoir, j'ai entendu un grand bruit sourd provenant de son appartement, comme si une chaise était tombée. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu, seulement le reflet de mon visage dans la vitre sombre. J'ai descendu les vêtements à moitié secs et j'ai verrouillé la porte du balcon, même si je savais qu'elle était inutile face à ce qui se passait là. J'ai commencé à interroger d'autres voisins. La femme du premier étage, une retraitée qui passait la journée à arroser ses pots de fleurs, m'a dit qu'elle n'avait rien entendu, mais que la voisine du deuxième étage lui avait toujours semblé étrange. Quelqu'un qui ne disait jamais bonjour et qui sortait à des heures indues. Le garçon de 13 ans, un élève qui arrivait toujours avec des écouteurs, disait entendre parfois des pas dans l'escalier au milieu de la nuit, mais il pensait que c'était quelqu'un de l'immeuble. Personne d'autre ne semblait remarquer ces bruits, et cela me faisait douter de moi-même. C'était juste mon imagination. Le stress des journées de travail de 12 heures, mais les sons étaient trop réels, trop proches. Une nuit, les bruits changèrent. J'étais au lit, essayant de dormir, quand j'entendis un murmure, comme si quelqu'un parlait à voix basse. Je me redressai, serrant le drap contre ma poitrine, l'oreille collée au mur. Les mots étaient indistincts, mais le ton était anxieux, presque suppliant. Puis, on frappa à la porte plus fort que les autres, suivi d'un silence qui me glaça les sangs. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai vérifié les serrures de mon appartement. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assis sur le canapé, une lampe allumée, les yeux rivés sur le mur, comme si je pouvais le traverser. J'ai décidé d'enquêter. Le lendemain, pendant ma pause au café, j'ai cherché le numéro de l'agence immobilière qui gérait les appartements d'à côté. Je me suis fait passer pour un locataire potentiel, affirmant que j'étais intéressé par le 2B. L'agent, une femme à la voix ennuyée, m'a dit que l'appartement était disponible. Et que le dernier locataire était parti subitement et qu'il n'avait pas plus d'informations. Je lui ai demandé si elle était au courant, prétextant qu'un ami me l'avait recommandé. Il m'a dit qu'il ne conservait aucune information personnelle, seulement que le contrat était au nom d'un certain Carlos Ramirez, un nom tellement courant qu'il était inutile. J'ai raccroché, frustré, avec l'impression d'être dans une impasse. J'ai parlé au portier de mon immeuble, un homme d'un certain âge, qui se tenait toujours à l'entrée avec une radio. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles du voisin du 2B. Il a froncé les sourcils et m'a dit que le type parlait à peine, payait son loyer en espèces et partait sans prévenir. Il m'a dit avoir vu quelqu'un à la fenêtre du 2B après le départ du locataire, mais il pensait que c'était une erreur. Son ton était celui de quelqu'un qui ne veut pas s'attirer d'ennui. Alors je n'ai pas insisté, mais ses paroles m'ont laissé un goût amer. Les bruits se sont intensifiés. Une nuit, j'ai entendu des pas rapides, comme si quelqu'un courait dans l'appartement. Puis un craquement, comme un plancher qui se brise. Je me suis penché contre le mur, mon téléphone à la main, et j'ai entendu un murmure si proche qu'il semblait provenir de mon salon. Les mots n'étaient pas clairs, mais le ton était grave, presque menaçant. Je reculais, le cœur battant si fort que je crus qu'il m'entendrait.
J'ai vérifié les fenêtres, les portes. J'ai même regardé sous le lit, même si je savais que c'était ridicule. Il n'y avait personne. Mais le sentiment que quelqu'un m'observait persistait. J'ai décidé d'agir. J'ai acheté une serrure supplémentaire pour ma porte d'entrée et installé une barre de sécurité à la fenêtre du balcon. J'évitais de rentrer chez moi le soir, de rester tard au café, de travailler sur mon téléphone pour me changer les idées, mais je ne pouvais pas vraiment m'évader. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle dans la cuisine, j'ai entendu un rire, le même que la fois précédente, mais plus clair, comme s'il provenait de l'autre côté du mur. Je suis resté immobile, une assiette à la main jusqu'à ce que le bruit cesse. Puis il y a eu un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé par terre. Je ne me suis pas approché du mur cette fois. Je suis allé me coucher et je me suis bouché les oreilles avec l'oreiller. J'ai pensé à déménager, mais ce n'était pas si facile. Le loyer à Rome était élevé et mon salaire couvrait à peine le minimum vital. De plus, je refusais d'admettre que j'étais effrayé par des bruits que personne d'autre ne semblait entendre. J'essayais de rationaliser. Peut-être était-ce un rat ou le vieux bâtiment qui s'affaissait, mais aucune explication ne correspondait au rire, aux murmures, aux ombres. Une nuit, alors que j'étendais du linge sur le balcon, j'ai vu une lumière vaciller au 2B, comme si quelqu'un allumait et éteignait une lampe. Je l'ai fixée, un drap mouillé à la main, mais la lumière ne s'est pas rallumée. J'ai posé les vêtements et fermé les rideaux, le cœur serré. Tout a changé quand Gabriel, mon compagnon, a emménagé chez moi il y a un mois. On se connaissait depuis 1 an et il insistait pour vivre ensemble, pour partager les dépenses et, disait-il, prendre soin de moi. Sa présence m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit. Gabriel travaillait comme livreur. Arrivait en retard et dormait comme une souche. Il ne remarqua donc pas les bruits, mais son arrivée coïncida avec un événement étrange. Les bruits du 2B cessèrent. Il n'entendit plus ni pas, ni rire, ni grattement de meubles. L'appartement d'à côté était silencieux, comme si de rien n'était. Au début, je me sentais soulagé, plus en sécurité avec Gabriel qui dormait à mes côtés, mais je n'arrivais pas à me sortir de la tête ce que j'entendais depuis des mois. Un soir, alors que Gabriel regardait un film, j'ai regardé le balcon. La fenêtre du 2B était sombre, mais le portail de l'immeuble était entrouverte, ce que je n'avais pas remarqué depuis des semaines. J'ai pensé m'approcher et regarder par la fenêtre, mais je me suis arrêté. Je ne voulais pas réveiller ce qui était là. J'ai fermé la porte du balcon et augmenté le volume de la télévision. Maintenant, avec Gabriel, je me sens plus calme, mais pas complètement. Parfois, en traversant la cour, je sens un frisson inexplicable dans l'air romain, et je me demande si ce qui vivait au 2B est parti, ou s'il attend juste. Le soulagement n'a pas duré longtemps. 1 semaine plus tard, alors que Gabriel était en livraison de nuit, les bruits revinrent, mais ils étaient différents. Ce n'étaient ni des pas, ni des rires, mais un tapotement rythmé, comme quelqu'un qui frappe sur un mur, lent d'abord, puis plus rapide. Je restais figé sur le canapé, la télécommande à la main, écoutant le rythme s'accélérer jusqu'à devenir frénétique. Puis le silence régna, mais cette fois, je sentis une odeur nouvelle, une légère odeur. D'abord de terre humide ou de métal rouillé qui suintait du mur. J'ouvris les fenêtres, pensant que cela venait de la cour, mais l'odeur persistait plus fort près du mur du 2B. Le lendemain, j'allais voir le portier et lui raconter tout, les bruits, les ombres, l'odeur. Il se gratta la nuque, gêné, et dit qu'il vérifierait l'appartement avec le gérant, mais son regard fuyant me laissa penser qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Je ne pus dormir cette nuit-là. Chaque craquement dans l'immeuble me mettait en alerte, et l'odeur persistait dans mon salon. Je décidai de tout noter dans un carnet, chaque bruit, chaque ombre, pour ne pas me sentir folle. Mais en relisant mes notes, je remarquais quelque chose. Les bruits commençaient toujours après minuit et s'arrêtaient avant l'aube, comme si ce qui se passait là avait un horaire précis. Un matin, exaspéré et nerveux, j'ai pris une lampe de poche et je suis sorti dans la cour. Le portail de l'immeuble voisin était fermé, mais une des fenêtres du 2B, au rez-de-chaussée, était entrouverte. Je m'approchai, le cœur serré, et braquai la lampe torche. La vitre était sale, mais je vis une pièce vide au sol poussiéreux. Puis la lampe éclaira quelque chose dans un coin, une tache sombre et irrégulière qui semblait s'étendre depuis le mur mitoyen.
Ce n'était ni de la peinture, ni de l'humidité. On aurait dit quelque chose qui avait coulé et séché depuis longtemps. J'ai reculé, la lampe de poche tremblante, et j'ai trébuché sur un pot de fleurs cassées. Gabriel a remarqué mon anxiété et a proposé qu'on parte quelques jours. Mais je n'en avais pas les moyens. J'ai donc invité ma petite sœur Clara à passer un week-end. Elle, toujours aussi rationnelle, a dit que c'était probablement dû à de vieilles canalisations ou à un tassement du bâtiment. Mais la deuxième nuit qu'il a passée à la maison, il s'est réveillé en hurlant, disant avoir entendu quelqu'un murmurer son nom contre le mur. Il ne voulait plus rester. Maintenant, même Gabriel commence à en douter. Hier soir, pendant que nous dînions, un grand craquement est venu du 2B. Et pour la première fois, il a pâli. Il n'a rien dit, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Je ne sais pas combien de temps il va encore tenir. J'ai pensé à percer le mur, à entrer dans le 2B, à affronter ce qui s'y trouve, mais quelque chose m'en empêche. La certitude que si je le fais, il n'y aura pas de retour en arrière. L'odeur de terre et de métal ne cesse de monter. Et la nuit dernière, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un nouveau bruit, un léger grattement, comme des clous sur du bois, juste derrière mon lit. Je ne me suis pas retourné, je ne pouvais pas. J'ai juste fermé les yeux et j'ai prié pour que l'aube arrive bientôt.